L'accès à l'eau potable est largement insuffisant parce qu'on a quand même quasiment un septième de la population qui n'a pas d'accès. On est 7 milliards d'habitants dans le monde, il y a à peu près 1 milliard de personnes qui n'ont pas l'accès à l'eau potable. Ne pas avoir accès à l'eau potable, ça veut dire que ça contribue à la malnutrition et ça contribue à des maladies. Il y a beaucoup d'enfants, plus d'1 million d'enfants par an meurent par manque d'eau, manque d'eau potable. Pasteur disait on boit ces maladies. 90% des maladies viennent de ce qu'on boit. Il y a des programmes de fonds qui sont créés, qui sont investis, effectivement, dans les pays les moins avancés, qui sont souvent sur la belt africaine, subsaharienne, mais pas uniquement, et qui consistent effectivement à favoriser l'accès à l'eau potable. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est la construction de réseaux, donc ça suppose des investissements, mais ça suppose aussi que les fleuves constituent soit une eau potable, ce qui n'est pas toujours le cas, soit filtrée, ce qui suppose aussi des investissements. Quand vous regardez dans l'histoire, il n'y a pas eu de guerre de l'eau. Il n'y en a pratiquement pas eu. Au moment de la première guerre Koweït-Irak en 90, la Turquie, qui était dans l'alliance occidentalo-arabe, n'a pas utilisé ces barrages du Tigre et de l'Euphrate pour faire pression sur l'Irak. Il y a des problèmes qui sont liés à deux choses. La plupart des fleuves sont transnationaux. Alors quand vous réfléchissez en termes de mentalité, quand on habite dans un pays, on pense que le fleuve c'est à moi. Non, le fleuve, il peut traverser plusieurs pays. On le voit sur le Danube, on le voit sur le Gange, on le voit sur le Brahmapoutre, on le voit sur le Mékong, etc. Deuxièmement, il faut des accords entre les États de partage des débits de l'eau, de propreté du fleuve, donc tous les problèmes de pollution. Il va y avoir des pollutions en amont qui se retrouvent en aval, donc c'est un problème stratégique et géopolitique. Et on voit qu'il y a certains groupes d'États qui arrivent à passer des accords et d'autres qui ne le passent pas. Il y a plusieurs comités de gestion du Mékong. Et le pays le plus important, c'est évidemment la Chine. Et donc quels sont ces rapports de force avec les États aval, qui sont le Laos, la Thaïlande, le Vietnam. Vous pouvez très bien avoir un État qui est, avec une géographie physique, État aval, et qui, par sa position militaire, se retrouve État amont. Ce que je veux dire par là, c'est qu'Israël, c'est typique. Israël n'est pas plutôt un État aval, en dessous du Dan, du Litanie, du Jourdain, mais par sa position militaire et ses accords juridiques et sa pression sur les territoires de Cisjordanie et bien sûr de Gaza, est devenu un État amont. Donc c'est elle qui a la capacité de gestion des eaux fluviales et même des nappes aquifères. Quand j'étais petit, quand j'étais étudiant, on m'expliquait que, mon vieux, la Terre ne supportera jamais 4 milliards d'habitants. C'est pas possible. Vous connaissez la suite. Plus on avance, et plus on avance aussi en démographie, plus vous avez une part de personnes, de malnutrition qui se réduit. C'est vrai qu'on a une culture où on pense que l'eau est infinie. Elle ne l'est pas. Et donc je pense que dans la scolarité, par l'éducation qu'on donne aux enfants, on peut leur expliquer que non, ce n'est pas infini. On a un rapport à l'eau, par exemple au Brésil, qui est très étonnant, un rapport d'infini. Or ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et donc je pense que nos modes de consommation, nos mentalités, nos comportements vis-à-vis de l'eau, je pense que c'est à nous d'évoluer et à faire évoluer nos enfants.